La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 12 janvier 2026. Ça s'appelle Tension à tous les étages. Malgré le titre, la première semaine boursière entière de l'année 2026 s'est soldée par une pluie de records pour les indices mondiaux qui n'ont pas été pénalisés par les bouleversements géopolitiques en cours un petit peu partout dans le monde. Dans les jours qui viennent, les résultats des entreprises pour le quatrième trimestre 2025 vont commencer à prendre davantage de place sur la scène médiatique, mais ils auront quand même du mal à empêcher les relations internationales de rester en haut de l'affiche. En parallèle, histoire de corser un peu tout ça, la guerre entre la Maison Blanche et la Fed est en train de s'envenimer. L'humanité a toujours fonctionné sur des rapports de force et au cours des décennies récentes, ces relations ont le plus souvent en tout cas été enrobées avec de la diplomatie à défaut de courtoisie. Eh bien ça c'est fini, les rapports sont redevenus directs et assez âpres. Il en résulte un regain de tension globale que certains gouvernements ont les plus grandes difficultés à gérer faute d'expérience. Alors je ne vais pas faire la liste des points de friction du monde, mais je peux en citer quelques-uns qui ont des répercussions sur le comportement des marchés financiers. Dans le domaine des relations internationales, la destitution de Nicolás Maduro par les États-Unis au Venezuela en tout début d'année a montré que Washington a relevé son degré d'interventionnisme. Cuba, la Colombie et d'autres pays soupçonnés de favoriser la délinquance ou le trafic de drogue aux États-Unis sont plus que jamais dans le collimateur. L'Iran, où le régime est en train de vaciller, est aussi au cœur des préoccupations. Il y a bien sûr aussi le cas du Groenland, ouvertement revendiqué par Washington, où Allemands et Britanniques parlent d'envoyer une mission sur place dans le cadre de l'OTAN pour montrer aux États-Unis que l'Europe occupe le terrain. Plus à l'est, les initiatives de l'administration Trump ont réveillé les interrogations sur l'avenir de Taïwan, plus que jamais convoité par la Chine. Derrière cette agitation, on retrouve la volonté de contrôle des grandes puissances, contrôle territorial, contrôle technologique et contrôle des ressources. Sur les marchés financiers, ce nouveau paradigme entraîne des changements profonds. Je vais vous en donner seulement deux exemples, même s'il y en a beaucoup plus. D'abord, l'industrie de la défense a l'air de connaître un nouvel âge d'or plutôt qu'un simple coup d'accélérateur lié à la guerre en Ukraine. Même les plus optimistes des observateurs peinent à voir comment les bruits de bottes peuvent cesser à un horizon raisonnable. Second exemple, les matières premières reviennent au centre du jeu, surtout les métaux, donc les minerais. Le G7 des ministres des Finances est d'ailleurs consacré aujourd'hui aux minéraux rares. Il accueillera exceptionnellement l'Australie et l'Inde. Les États-Unis, eux, cherchent par tous les moyens à accélérer la réduction de leur dépendance vis-à-vis de la Chine en matière de terres rares. Dans un tel contexte, on comprend que l'or vient de toucher un nouveau record, alors que la probabilité que quelque chose dérape dans ce monde complexe continue à croître. Le pétrole, lui, à cause de la situation en Iran notamment, a rebondi assez fort. À cette tension internationale s'ajoutent des tensions internes. Je vais parler de celles qui ont cours aux États-Unis, où la guerre entre la Maison Blanche et la Réserve fédérale vient de franchir un niveau inédit. Le département de la justice a lancé une enquête pénale sur le président de la Fed, Jerome Powell, concernant son audition au Congrès au sujet des rénovations du bâtiment qui abrite la Banque centrale. Dans une vidéo d'une rare intensité, Jerome Powell a déclaré hier que cette enquête est un prétexte et qu'elle fait partie de la campagne de Donald Trump visant à faire pression sur la Fed. Pourquoi ? Eh bien pour qu'elle baisse ses taux d'intérêt. Les autres infos à connaître pour bien commencer la semaine, donc je vais faire un petit résumé de ce que j'ai dit. Les États-Unis ont plusieurs fers au feu au niveau international. Ils maintiennent la pression notamment sur Cuba, sur l'Iran. D'ailleurs, selon le Wall Street Journal, les États-Unis intensifient leurs préparatifs en vue d'une possible intervention dans le pays. Pression aussi évidemment sur le Danemark concernant le Groenland et par ricochet sur l'UE. États-Unis toujours, la Cour suprême n'a finalement pas pris position vendredi dernier sur la constitutionnalité des droits de douane. Elle pourrait le faire mercredi lors de sa prochaine audience, mais rien n'est sûr à ce stade. États-Unis enfin, les statistiques sur l'emploi plutôt rassurantes qui ont été dévoilées vendredi ont conforté le marché sur une absence de baisse de taux à la fin du mois. Elles ont aussi fait chuter l'espoir d'un assouplissement lors de la réunion suivante qui a lieu au mois de mars. On est à 29% de probabilité de baisse de taux contre 44% une semaine plus tôt. Sur l'agenda des sociétés, la saison des résultats annuels débutera dès mardi avec JP Morgan Chase et Bank of New York avant une série d'autres valeurs financières américaines. Côté Europe, on aura quelques publications, notamment celle de Sika mardi et la première publication du secteur du luxe, celle de la compagnie financière Richemont, ça c'est prévu jeudi. Sur l'agenda macro, on a deux grosses échéances cette semaine. D'abord l'inflation américaine de décembre, ça c'est prévu demain, et le PIB allemand 2025 qui sera annoncé jeudi. Ça va évidemment pimenter la semaine. Côté Asie-Pacifique, le yen a chuté alors que circulent des rumeurs d'élections anticipées au Japon. La bourse de Tokyo, elle, est fermée pour un jour férié. Les marchés chinois sont plutôt bien orientés, 1,5
0,2% de gains à Hong Kong et plus 0,7% sur le continent au niveau du CSI 300. La Corée du Sud et Taïwan s'appuient sur leur compartiment technologique pour gagner 0,7% environ. L'Inde pique du nez de 0,8%, mais l'Australie termine la première séance de la semaine en hausse de 0,5%. Ça part un peu dans tous les sens. Les places européennes, elles sont attendues en baisse à l'ouverture, alors que les futurs américains sont baissiers depuis le durcissement du bras de fer entre Trump et Powell. Du côté de l'actu des sociétés en France, Stellantis abandonnerait ses SUV Jeep hybrides rechargeables et ses monospaces Chrysler en raison du ralentissement des ventes de véhicules électriques aux USA selon CNBC. Engie a mis en œuvre son programme de rachat d'actions. Le Tayzeil de Sanofi obtient l'autorisation de l'UE pour retarder le stade 3 du diabète de type 1. Eiffage Immobilier remporte le projet de réhabilitation urbaine d'un ancien dépôt de tramway en Pologne. Eli Lilly serait toujours prêt à mettre 15 milliards d'euros sur la table pour la biotech Abivax selon la lettre, alors que a priori la probabilité de cette opération avait baissé dernièrement. Vallourec remporte un contrat majeur auprès de Shell pour des tubes OCTG au Brésil. Viridien a dégagé 1,15 milliard de dollars de revenus en 2025. Exosense a signé le plus grand contrat à date pour ses nouveaux tubes intensificateurs de lumière 5G avec ACT in Black. Casino Guichard a obtenu l'engagement de ses créanciers que les discussions en cours concernant son projet de renforcement de sa structure financière ne donneront pas lieu à des mesures dans le cadre de ses financements existants. Lionel Chmielewski est nommé directeur général d'Equinox. Instalux a signé un protocole d'accord pour l'acquisition du capital de la société SVF spécialiste des menuiseries coupe-feu. On a aussi quelques actus du côté d'Advicen ou d'Aelis Pharma. Ailleurs en Europe, la liste des pays touchés par les rappels de lait infantile de Nestlé s'allonge. AP Moller-Maersk explore l'utilisation accrue de l'éthanol comme carburant vert afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, selon le FT. Enel a lancé un programme de rachat d'actions de 3,2 millions de titres. Wolters Kluwer rachète la société canadienne Standard Fusion pour 32 millions d'euros. Le PDG de BayWa démissionne. ACS et GIP concluent un accord de co-entreprise à parts égales pour des centres de données. WH Smith élabore actuellement un plan pour trouver un nouveau président selon Sky News et Corum Property va céder un terrain à New York avec un impact négatif de l'ordre de 95 millions de dollars sur son résultat net. En Amérique du Nord, Exxon se dit prêt à étudier un retour au Venezuela, mais son patron reste prudent comme ceux des autres majors américaines. Ça a déclenché la colère de Donald Trump. Walmart s'associe à Google pour permettre aux acheteurs d'acheter des produits via Gemini. Donald Trump a exigé que les sociétés de cartes de crédit comme Visa, American Express ou Mastercard plafonnent leur taux d'intérêt à 10% d'ici le 20 janvier, même si des experts soulignent qu'une telle mesure nécessiterait une loi du Congrès et pas une simple incantation du président américain. Prudential Financial envisagerait de vendre son gestionnaire d'actifs indien selon Bloomberg et Teva prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires stable ou en légère baisse par rapport à 2025. Ailleurs dans le monde, les bénéfices de TSMC au T4 devraient avoir bondi de 27% grâce notamment à la croissance de la demande de l'IA. Les actions des grands acteurs chinois de la livraison de repas, notamment Meituan, ont bondi ce matin, le marché estimant qu'une enquête du régulateur va mettre fin à la guerre des prix qui plombe les marges du secteur. Le promoteur chinois China Vanke prépare un plan de restructuration de sa dette à la demande des autorités et Omnivision gagne 3% pour sa première séance à Hong Kong. C'est terminé pour ce point de marché. Excellente journée à toutes et à tous.